C'est une affaire qui nous touche tous intimement, d'une manière ou d'une autre. L'arrêt des soins de Vincent Lambert a débuté ce matin. Plongé dans un état quasi végétatif après un accident et alimenté et hydraté artificiellement. Depuis 10 ans, sa famille se déchire autour de cette question. Les parents ne veulent pas céder, ils ont décidé d'aller jusqu'au bout. Il est devenu malgré lui le symbole du débat sur la fin de vie. On est en train de l'éteindre petit à petit feu. Moi je peux vous dire, ce sont des nazis. Ils méritent ce que j'ose pas dire. C'est une honte. Hier après-midi, on a passé tout l'après-midi avec notre fils. Il le savait, c'était programmé. Il s'est permis de nous envoyer un email froidement. Le docteur Sanchez. Docteur Sanchez, ce matin, oui. Vous gardez espoir, madame, aujourd'hui? Quel espoir? Ils sont en train de le sédater. Ça va prendre du temps. On ne sait même pas. C'est un crime, c'est tout. Le processus d'arrêt des soins de Vincent Lambert en état végétatif depuis plus de 10 ans a débuté ce lundi 20 mai au CHU de Reims, une décision contestée jusqu'à la dernière minute par ses parents qui ont imploré le président de la République de s'opposer à ce qu'il qualifie de crime d'État avant de déposer un ultime recours rejeté en fin d'après-midi par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est que Vincent se réveille, qu'il ait sa revanche et qu'il lui-même décide de sa décision. Le choix entre s'obstiner contre quelqu'un et lui priver du droit à disposer de lui-même et à l'autodétermination et le droit à la dignité, et puis il y a le choix entre la protection de la vie. Voilà. Et là, en l'occurrence, continuer sur Vincent, c'est s'acharner et c'est lui priver de toute dignité. Vincent n'est absolument pas en fin de vie, il est très lourdement handicapé, il réagit aux émotions, il réagit à la présence des personnes, surtout des personnes dont il connaît réellement la voix. L'ensemble des informations recueillies sur l'histoire et les opinions personnelles de M. Vincent Lambert ont par conséquent conduit le Conseil d'État à estimer que l'arrêt des traitements dans une telle situation correspondait à sa volonté.
Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le Soir 3. Voici le titre de ce journal. Rebondissement ce soir dans l'affaire Vincent Lambert. La justice a ordonné la reprise des traitements pour le maintenir en vie. Ils avaient été interrompus ce matin. On pensait que la bataille judiciaire autour du cas de Vincent Lambert était terminée. Ce matin, les traitements qui le maintenaient en vie depuis plus de 10 ans avaient été interrompus. Mais ce soir, coup de théâtre, la Cour d'appel de Paris, qui a été saisie par les parents, a ordonné le rétablissement des soins. Bertrand Boyer. La Cour d'appel de Paris a statué. L'hôpital de Reims doit reprendre les traitements visant à maintenir en vie Vincent Lambert jusqu'à ce qu'un comité de l'ONU se prononce. Une victoire pour ses parents. C'est beaucoup d'émotions en peu de temps. Mais moi, je voudrais bien quand même qu'on rappelle à l'ordre, on le dit, on le répète depuis 6 ans. Ça, je voudrais qu'on le dise. Vincent, il n'est pas en fin de vie, il n'est pas sous obstination déraisonnable. Il a besoin de quoi? Qu'on le nourrisse, qu'il boive et qu'on lui donne de l'amour. L'épilogue d'une longue journée débutée à l'hôpital de Reims avec cette annonce du chef du service de soins palliatifs. L'arrêt des traitements et la sédation profonde et continue de Vincent Lambert en état végétatif depuis 10 ans. Un médecin qui en appelle à l'apaisement. Dans cette période douloureuse, j'espère pour monsieur Vincent Lambert que chacun saura ouvrir une parenthèse et se rassembler auprès de lui afin que ces moments soient le plus paisibles, intimes et personnels possible. Car depuis une décennie, le sort de Vincent Lambert déchire sa famille. Ses parents, fervents catholiques, s'opposent fermement à cette décision. C'est des monstres. Dites-leur que c'est des monstres. Des monstres. C'est des nazis. Aujourd'hui, ils étaient venus accompagnés de moines pour lui rendre visite. Pour ses parents, il s'agit d'abord d'une personne handicapée. Pour appuyer leurs propos, ils ont diffusé sur le site de Valeurs Actuelles une vidéo de leur fils qui daterait d'hier. Vincent, ne pleure pas. On est là, mon petit. On t'accompagne. On est à côté de toi. Ne pleure pas, mon Vincent. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Hein? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, mon Vincent? Regarde, il y a papa. Hein? Ne pleure pas. Vincent, ne pleure pas. Ne pleure pas, maman est là. Oui, on est là, mon petit, on est là. On est là, mon petit. On est là. Ne pleure pas. Depuis 2013, c'est la 4e fois que les traitements de Vincent Lambert sont interrompus avant d'être repris sur décision judiciaire. Bonsoir à tous. À la une ce soir, que va devenir Vincent Lambert alors que ses traitements ont repris? Ses parents demandent de nouveau son transfert dans un établissement spécialisé. De son côté, la ministre de la Santé Agnès Buzyn appelle les Français à rédiger leurs souhaits de fin de vie. Objectif, éviter un nouveau drame. Les traitements de Vincent Lambert ont donc repris ce matin. Hier soir, tard dans la nuit, la Cour d'appel de Paris, saisie par les parents du patient, ordonnait qu'il soit rétabli. Un coup de théâtre dans cette affaire sensible qui dure déjà depuis de nombreuses années. Valérie Hurtel et Lou Cricorian. Vincent est très bien. Depuis ce matin, son fils est à nouveau hydraté, alimenté. Le résultat d'une décision judiciaire inattendue. Hier soir, la Cour d'appel a ordonné la reprise du traitement, interrompu le matin même par l'hôpital. Une victoire pour les avocats des parents. Fêtée la nuit dernière par une foule acquise à leur cause. Vincent doit vivre! Vincent vivra! Un sursis, le temps que le comité handicap de l'ONU tranche. Un nouveau coup dur pour les proches de Vincent Lambert, favorable à l'arrêt des soins. C'est un coup de massue. Moi, c'est surtout la colère contre les gens qui prennent ce genre de décision et qui n'ont aucun respect pour tout ce qui a été fait avant et pour un patient, pour un être humain. Le cas Vincent Lambert a été évoqué ce matin à l'Assemblée nationale, où certains députés pointent les insuffisances de la loi Claes-Leonetti. Que faire quand il n'y a pas de directive anticipée, pas de personne de confiance désignée et un désaccord profond au sein de la famille? D'autres s'étonnent que la justice française se base sur une recommandation de l'ONU. Moi, je n'accepte pas que ce soit l'ONU qui fasse la loi française. Et que si on doit décider de choses ensemble, soit on le fait au Parlement, soit on le fait par référendum. Mais vous voyez bien, les lois ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Au nom de quoi l'ONU prendrait-il une décision? Pour l'instant, l'hôpital de Reims n'a pas souhaité communiquer.
Alors on l'a entendu, la Cour d'appel de Paris s'est appuyée sur la demande d'une instance de l'ONU, le Comité des droits des personnes handicapées. Bonsoir Marine de Mazure. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est une instance internationale composée de 18 experts indépendants, certains eux-mêmes en situation de handicap. Ils sont élus pour 4 ans et vous le voyez, ce sont des personnalités d'une haute autorité morale justifiant d'une compétence et d'une expérience reconnue. Ils siègent à Genève, s'appuient sur la Convention internationale des droits des personnes handicapées, une convention qui a été ratifiée par 177 pays, dont la France. La France l'a signée en 2007, ratifiée en 2010. Et elle a 3 principales fonctions. Examiner les rapports produits par les États sur les mesures que ces États mettent en œuvre en faveur des personnes handicapées. Élaborer des observations pour éclairer les États sur la mise en œuvre de la Convention. Et puis, examiner les demandes de particuliers qui s'estiment victimes d'une violation de la Convention et qui ont épuisé tous les recours internes. On l'a compris, c'est dans ce cadre-là que sont intervenus les parents de Vincent Lambert. Marine, ce comité a-t-il un pouvoir contraignant ? Eh bien, c'est bien là qu'est tout le cœur du débat, puisqu'en fait, ce comité, ce n'est pas une instance supra-juridictionnelle. Il ne rend que des avis. La France n'est pas formellement dans l'obligation de suivre ce qui n'est en fait que des avis, des recommandations. C'est ce qu'avait dit le tribunal administratif le 15 mai dernier dans l'affaire Vincent Lambert. Mais à l'inverse, hier soir, la Cour d'appel, elle, a estimé qu'en ne garantissant pas que Vincent Lambert soit hydraté et alimenté comme le demande le comité, l'État a commis une voie de fait. Les magistrats ne sont pas d'accord, on le comprend, on le voit bien, les avocats, les juristes sur l'interprétation du droit. Alors, les avocats qui soutiennent le maintien des soins à Vincent Lambert mettent souvent en avant ceci, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Tout ce qui est conventions et traités internationaux, c'est en dessous de la Constitution, mais ça prévaut sur les lois, les ordonnances, les règlements de l'État français. Et puis, au fond, il y a aussi une question de fond, justement, puisque la Convention internationale des droits des personnes handicapées, elle existe, la France l'a ratifiée, et on pourrait lui opposer de pourquoi avoir finalement signé quelque chose si la France, n'en tient pas compte. Il est 22h passées hier, lorsque la nouvelle se répand au sein d'un rassemblement à Paris contre l'arrêt des soins de Vincent Lambert. Vincent doit vivre! Vincent vivra! La Cour d'appel de Paris vient d'ordonner la reprise des traitements de Vincent Lambert, pourtant arrêté le matin même. La Cour de Paris a ordonné des mesures conservatoires, à savoir que l'alimentation et l'hydratation de Vincent doit être reprise sans délai. C'est donc une grande victoire. Ce n'est que la première des victoires. C'est la remontada. Revirement dans l'affaire Vincent Lambert, puisque la Cour d'appel de Paris a dit en substance que les soins, les traitements de Vincent Lambert devaient reprendre dès maintenant. Que signifie ce coup de théâtre judiciaire ? Eh bien que la loi française, la loi Leonetti-Claes du 2 février 2016 est inefficace. Elle est dans une impasse. Pourquoi ? Parce que cette loi est incapable de trancher entre deux émotions légitimes, entre deux convictions légitimes, celle des parents d'un côté, maintenir en vie, celle de l'épouse de l'autre. La loi les emmène dans l'impasse, jusqu'à provoquer ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire des scènes de réjouissance avec un avocat qui parle de remontada, comme s'il s'agissait d'un match de football. On a basculé dans l'irrationnel. La loi française est dans l'impasse parce qu'elle est incapable aussi de dire si les décisions de la loi française sont supérieures ou inférieures aux décisions de l'ONU. Le Comité international des droits pour les personnes handicapées, l'ONU, a dit la semaine dernière qu'il fallait prolonger la vie de Vincent Lambert. Ce n'est pas contraignant, a dit la justice avant le week-end, c'est contraignant, dit la justice après le week-end. La justice française se contredit elle-même, donc il faut changer la loi. La loi elle dit que lorsque on se trouve dans une situation où la vie est purement biologique, où il n'y a plus d'activité cérébrale, qu'on n'est pas conscient qu'on existe, qu'on n'a pas de relation à l'autre, on peut arrêter les traitements de survie. Et le deuxième élément, c'est que les décisions qui ont été prises sur le plan juridique montrent que Vincent Lambert, qui est infirmier, avait exprimé clairement qu'il ne voulait pas vivre dans cette situation. Et c'est ces deux éléments-là
des lésions cérébrales majeures et irréversibles qui ne laissent aucune espérance. Et de notre côté, une volonté exprimée avec des témoignages concordants qui font prendre la décision. Mais très clairement, la décision elle s'est prise plusieurs fois de manière collégiale. Il y a 2 décisions du Conseil d'État et ensuite il y a 2 décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc je pense qu'on a eu la prudence nécessaire parce que loin de notre esprit l'idée que la loi doit mettre fin à la vie des personnes handicapées. Ce n'est pas une situation de handicap, c'est une situation d'absence de prolongation artificielle de la vie. La loi, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas une loi uniquement sur la fin de vie, c'est une loi qui dit comment on fait en sorte de ne pas faire de l'acharnement thérapeutique. La médecine aujourd'hui peut prolonger des vies de manière indéfinie, même sur des gens qui ont un cerveau totalement détruit. Et donc on voit bien qu'il y a en respectant justement la dignité de la personne humaine, il y a une confrontation entre est-ce que je dois poursuivre la vie à tout prix ou est-ce que je dois, pour respecter la personne, interrompre non pas la vie, mais interrompre les traitements qui empêchent la fin de vie d'arriver. Donc faut-il ou non, en respectant la dignité de la personne, prolonger ou non artificiellement une vie qui n'est une vie que végétative et biologique. Je crois que le drame, c'est que tout le monde perd dans cette affaire. Vincent Lambert est au fond la victime innocente d'un acharnement judiciaire autour de lui, mais je pense que dans la famille, le déchirement continuera, quelle que soit la décision qui sera prise. Soit son épouse considérera qu'on maintient artificiellement la vie avec des souffrances, soit la mère considérera qu'on interrompt une vie qui méritait encore d'être vécue. L'objet de cette conférence de ce soir, pour moi, ce sera avant tout d'essayer de vous brosser le portrait des acteurs principaux des réseaux qui assurent la promotion de l'euthanasie. Je vais essayer de vous montrer qu'en somme, les ennemis de la nation sont toujours les mêmes et que les réseaux qui assurent la promotion de l'euthanasie sont les mêmes réseaux que l'on retrouve dans les lobbies et forces occultes, les mêmes réseaux que l'on retrouve dans la promotion de l'avortement, dans la promotion de l'homosexualité. Et je vais vous donner des faits, vous donner des noms, de telle façon à ce que vous soyez en mesure de vérifier mon affirmation et de percevoir à quel point tout ça est vraiment parfaitement bien orchestré, les réseaux sont à l'œuvre. D'abord, ils ont voulu instaurer la République contre la monarchie. Deuxièmement, ils veulent décatholiciser la France. Et troisièmement, ils constituent le véritable pouvoir. Car derrière l'apparence d'un pouvoir parlementaire, ministériel, il y a les loges, il y a le Grand Orient notamment. On ne peut pas dire que la franc-maçonnerie en France n'est pas un pouvoir, c'est un pouvoir. Une institution et a fortiori un réseau, c'est un peu comme un iceberg. Il y a l'influence visible et puis il y a l'influence invisible. Ce qu'elle pèse aujourd'hui, ce qu'elle veut faire aujourd'hui, ce n'est pas négligeable. Comment cette société de pensée fondée à la fin du XVIIIe siècle est-elle passée de la réflexion philosophique à l'action politique au point de marquer de son empreinte la fondation de la République? La franc-maçonnerie inspire-t-elle encore certaines lois de la République? Est-elle encore un réseau avec lequel il faut compter? La République et le système ont besoin de gens sûrs et disponibles, ne remettant pas en cause la légitimité de l'État. Alors ce qui est intéressant dans la franc-maçonnerie, c'est qu'elle ne complote pas, paradoxalement. À partir du moment où la République est établie sur des bases solides et définitives, à partir du moment où l'Église catholique a perdu l'essentiel de son pouvoir, à partir du moment où les réformes concernant la vie familiale, l'éducation, la justice ont été accomplies. On peut dire que le programme intellectuel, le projet intellectuel de la franc-maçonnerie, qui est évidemment le projet républicain, mais que la franc-maçonnerie a porté largement, ce projet
est accomplie. Et qu'à ce moment-là, la franc-maçonnerie n'a plus en quelque sorte qu'à se retirer dans ses temples, à se retirer du forum, et à être peut-être une sorte de gardienne vigilante, mais rien d'autre. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. La franc-maçonnerie, en tant qu'institution, par l'intermédiaire d'un certain nombre de ses membres, s'est introduite dans l'appareil politique, et elle y est restée. À partir de ce moment-là, les francs-maçons qui, dans la période précédente, apparaissaient comme ceux qui militent pour que naisse un nouvel ordre des choses, prennent une autre figure. Ils deviennent ceux qui profitent du système politique qu'ils ont établi pour continuer à le dominer indépendamment du jeu normal des institutions. Très attachés à la défense des grandes idées républicaines, les francs-maçons savent qu'ils doivent être présents sur tous les fronts de la démocratie. C'est avant tout à travers l'élaboration des lois à l'Assemblée nationale qu'ils cherchent à avoir une influence. Une nouvelle loi sur la bioéthique devrait voir le jour en 2010. Elle permettra de définir un nouveau cadre juridique en matière notamment de clonage, de manipulation génétique et d'éthique médicale. C'est le député UMP des Alpes-Maritimes, Jean Leonetti, qui est chargé par le ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, de préparer la révision de cette loi. Le député Jean Leonetti n'est pas franc-maçon, mais une semaine après sa nomination, il se rend en personne au siège de la Grande Loge de France, l'une des 5 principales obédiences maçonniques. Jean Leonetti a rendez-vous avec Alain Grézel, le grand maître, et le docteur Gilbert Schultzinger, un frère de l'obédience. Les 3 hommes évoquent le futur texte sur la bioéthique. Les francs-maçons prônent une évolution de la loi pour accompagner les progrès scientifiques. Le docteur Schultzinger propose aux députés un texte que la Grande Loge de France souhaiterait voir apparaître dans la future loi, élaborée par Jean Leonetti. J'avais défini, à mon sens, ce que était une loi de poétique et je l'ai noté. Il faut faire des lois suffisamment restrictives pour éviter les abus et les trafics, suffisamment larges pour respecter la liberté de l'individu, celle du chercheur et celle du médecin. À la Grande Loge de France, on a l'habitude de ce genre de rencontres feutrées pour faire passer les grandes idées de l'obédience. Il y a une osmose incontestable entre la maçonnerie et les autorités de l'État. Mais nous n'avons pas à l'afficher en permanence, nous le faisons aujourd'hui car nous en parlons librement. La maçonnerie et la République ont été toujours associées dans leur progression mutuelle vers plus et mieux pour les citoyens et les maçons. Et nous considérons qu'il est essentiel, en effet, que nous ne soyons plus considérés comme cette force occulte que nous n'avons en réalité jamais été. Il a du courage, ce petit Abdel. Ces petits nationaux trop puritains nous font perdre notre temps. Il faudrait l'éduquer un peu. De quelle loge est-il? Il n'est pas de chez nous, mon frère Dubois. Tout s'explique. Voilà un garçon intelligent qui a besoin d'une méthode et de conseils. Présentez-le donc. Il est sensible, il faudra procéder avec précaution. Envoyez-lui la rivière, il saura le persuader. J'y vais. Mon cher vénérable, nous avons un service à vous demander. Enfin, dis donc, je vous suis tout dévoué. Le jeune Avenel, qui vient de parler assez brillamment, devrait subir les épreuves de l'initiation. La maçonnerie lui apporterait beaucoup et le disciplinerait. Ne croyez-vous pas? J'y pensais déjà. Nous allons nous en occuper activement. Alors, je suis brisé.
Comment avez-vous trouvé mon discours? Excellent. Vous leur avez dit de fort bonnes vérités. Ouais, ça n'a pourtant servi à rien, ils ont voté le projet. Ça ne sert jamais à rien de dire la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent de beaucoup les mensonges. Vous êtes cynique. Non. J'ai une certaine expérience politique, déjà ancienne. À propos, voulez-vous venir un peu avec moi? J'ai quelque chose à vous dire. Volontiers. Oui, voyons, je voulais vous dire, si nous reprenions notre conversation sur la franc-maçonnerie, vous m'aviez dit l'autre jour que vous étiez curieux de connaître cette association. Ah oui, on en dit tantôt du bien, tantôt du mal. Je vous avoue que je n'aime pas beaucoup les sociétés secrètes. La franc-maçonnerie n'est pas une société secrète. C'est une société discrète. Nous sommes dans un temple maçonnique de la région parisienne. Ce type de cérémonie secrète a lieu 2 fois par mois. Il n'y a que des francs-maçons dans cette pièce. On les appelle aussi des initiés. À titre exceptionnel, nous avons pu les filmer. Que la sagesse préside à la construction de notre édifice. Les francs-maçons sont vêtus d'une tenue. Un tablier, symbole du travail. Des gants blancs, synonymes de la pureté. Les sautoirs qu'ils portent autour du cou représentent le grade des principaux responsables de la loge. Pour les frères, la franc-maçonnerie est avant tout une initiation spirituelle et symbolique. Un parcours initiatique censé développer la sagesse personnelle tout en faisant progresser les grandes idées humanistes. Les francs-maçons consacrent leurs réunions à débattre de toutes sortes de questions de société. À moi, mes frères, par le signe de la batterie et de l'acclamation écossaise. Osez, osez, osez. Prenez place, mes frères. Mes frères, ayons une pensée pour nos frères qui sont dans la détresse. Leurs idées, les francs-maçons les poussent depuis toujours dans les cercles de pouvoir. Un travail d'influence au plus haut niveau de l'État. Le maréchal Pétain a une phrase qui est terrible. Il dit « Un juif n'est pas responsable de sa naissance, un franc-maçon l'est toujours de ses choix ». Franc-maçon de longue date, il nous montre son écharpe de 33e degré, le plus haut grade maçonnique. Quelques semaines plus tard, à l'Assemblée nationale, nous retrouvons le député Jean Leonetti aux côtés du socialiste Alain Claes, lui aussi chargé de préparer la révision de la loi bioéthique. Les 2 députés auditionnent un rabbin et un représentant de l'Église catholique. Contrairement aux francs-maçons, les catholiques souhaitent un statu quo de la loi. Après la réunion, Jean Leonetti évoque pour son collègue les échanges qu'il a eus avec les francs-maçons. On ne peut pas faire des auditions sur une conception qui est basée sur les droits de l'homme sans puiser dans les grands courants de pensée qui traversent le pays. Et dans ces courants de pensée, il y a bien sûr les religions monothéistes, on a écouté l'islam, le judaïsme, les chrétiens, mais il y a aussi la pensée maçonnique. Alain Claes prend connaissance des souhaits des francs-maçons transmis au député Leonetti. Suffisamment restrictive pour éviter les abus et les trafics. Moi, quand je relis les principes de la Grande Loge de France et que je regarde de près, je crois qu'on peut se retrouver sur un certain nombre de points. Quand je relis ces principes, très sincèrement, ça correspond à la conception que j'ai aujourd'hui d'une loi bioéthique, c'est-à-dire une loi des droits de l'homme. En 2010, la loi bioéthique rejoindra peut-être la liste des textes influencés par les francs-maçons. Dans le passé, les Fils de Lumière ont déjà été à l'origine de lois comme l'abolition de la peine de mort ou la loi Veil sur l'avortement. Il y a un an, il faisait le buzz sur Internet avec un entretien décapant sur la franc-maçonnerie qu'il avait réservé aux médias RITV. Plus d'1 500 000 vues à ce jour. Catholique, ancien franc-maçon, Serge Abad Gallardo revient aujourd'hui.
il nous a réservé l'exclusivité de son dernier livre, Les manœuvres de la franc-maçonnerie pour le droit à mourir. Nous avons rencontré Serge Abad-Gallardo à Orléans. Serge Abad-Gallardo, bonjour. Bonjour. Alors après « Je servais Lucifer », vous faites encore parler de vous, Serge Abad-Gallardo, avec la sortie d'un nouvel ouvrage consacré cette fois à un sujet aussi douloureux que polémique, puisqu'il s'agit de l'euthanasie. Une première chose, si vous le voulez bien, c'est le titre de votre livre. On va vous traiter tout de suite de complotiste. On va vous dire, ça y est, Serge Abad-Gallardo recommence avec ça. Je n'en doute pas. Je suis convaincu que nombre de francs-maçons vont être persuadés que je fais une fixation sur la franc-maçonnerie et que je leur veux du mal. Est-ce le cas, Serge Abad-Gallardo ? Non, absolument pas. Puisque je pense écrire et donner des conférences à la fois pour les profanes, entre guillemets, mais également pour les francs-maçons eux-mêmes. Tant je suis persuadé que nombre de francs-maçons n'ont pas véritablement compris les réels objectifs de la franc-maçonnerie. Il n'y a pas d'idée complotiste chez moi. Néanmoins, je suis quand même troublé, puisque des choses dont j'avais pris conscience à l'époque où j'ai quitté la franc-maçonnerie se révèlent de plus en plus prégnantes aujourd'hui, de plus en plus importantes. Et il faut que j'en parle, il faut que je le dise. Les faits parlent d'eux-mêmes. Lorsqu'on lira, je l'espère, mon livre, on s'apercevra que la franc-maçonnerie est à la manœuvre derrière l'idéologie mortifère qui tente à vouloir imposer l'euthanasie dans la loi française. Ça n'est pas moi qui l'invente. Dans mes conférences ou dans mes livres, j'écris, je dis ce que j'ai compris, je dis ce que j'ai vu de la franc-maçonnerie, mais je le confirme systématiquement par des écrits maçonniques ou des écrits dignes de foi, des références qui démontrent que la franc-maçonnerie est bien active dans le domaine de l'euthanasie. Alors, quelles preuves pouvez-vous présenter, apporter ? Bien, la première preuve, c'est que le tout premier projet, ou plutôt proposition de loi, puisqu'il était sénateur, qui a été enregistré aux assemblées, date de 1976, et c'est le sénateur Henri Caillavet qui en est le rapporteur, ou du moins même l'auteur. Donc cet homme a été décrit, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Romero, président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui, dans une interview accordée à un journaliste, expliquait que Monsieur Caillavet était l'un des derniers grands francs-maçons, également homme politique. Donc on voit bien que les idéaux de la franc-maçonnerie viennent s'inscrire dans l'idéal de la population française. Derrière l'idéologie maçonnique, il y a la volonté de maîtriser le moment où l'homme décidera de mourir. L'euthanasie n'est pas un objectif en soi. L'euthanasie est un objectif, ou du moins la légalisation de l'euthanasie, est un objectif parallèle, subsidiaire, mais qui vient renforcer l'essentiel de l'idéologie maçonnique, de la doctrine maçonnique, qui est l'obtention un jour, c'est une utopie, hein, mais la franc-maçonnerie compte bien instaurer ce règne, le règne de l'autonomie personnelle absolue. Vous dites, Serge Abad-Gallardo, qu'il y a 40 ans déjà que la franc-maçonnerie travaille à imposer dans les lois françaises l'euthanasie. Mais n'est-elle pas déjà, dans les faits, une réalité ? L'euthanasie a une réalité aujourd'hui en France. Serge Abad-Gallardo va faire référence ici à l'affaire très douloureuse Vincent Lambert. Vous vous souvenez forcément de ce dossier tant il a été surmédiatisé par la presse depuis ces 10 dernières années. Vincent Lambert, c'est donc ce jeune homme, âgé à l'époque de 32 ans, qui à la suite d'un grave accident de la route dans la région de Reims, s'est retrouvé plongé dans un coma végétatif. On parle d'état possi-relationnel. En avril dernier,
Sa mère, Viviane Lambert, que l'on voit ici sur ces images, va écrire une lettre tout à fait déchirante à Emmanuel Macron. Elle va dire au chef de l'État « Mon fils n'a pas mérité de mourir de faim, il a été condamné à mort, il n'a pourtant commis aucun crime. » Je crois que les personnes pourraient être troublées, en tout cas moi je l'ai été quand je l'ai découvert, de constater qu'entre le moment où la loi, la proposition de loi Claes-Leonetti, qui n'est pas arrivée par hasard, on voit bien qu'il y a une manœuvre maçonnique, je le démontre dans mon livre, qui est à l'origine de l'intervention de cette proposition de loi, puisque la loi précédente, de 2005, suffisait largement à régler un certain nombre de problèmes. Du reste, on ne réglera pas les problèmes de fin de vie par une loi, c'est mon sentiment profond. Eh bien, lorsque cette loi arrive, en tant que proposition, elle a une formulation particulière sur la sédation profonde. La sédation profonde étant une terminologie issue de documents maçonniques qui avaient été envoyés à l'époque, je crois me souvenir que c'est au Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, de la part, je crois, de la Grande Loge féminine française, de la part également d'autres obédiences. Eh bien, cette terminologie, on va la retrouver lorsque la loi revient à l'Assemblée et même lorsque la loi a été envoyée au Sénat. Donc il s'est passé quelque chose entre-temps, qui est de l'ordre de l'amendement. Et je décris bien dans le livre que des parlementaires nous expliquent aujourd'hui que la franc-maçonnerie intervient en sous-main. C'est pas quelque chose que j'invente. Pour la franc-maçonnerie, il n'y a pas de mystère, il y a des secrets. Voilà. Voilà encore une différence énorme entre la doctrine de l'Église et la doctrine de la franc-maçonnerie. Donc les secrets, c'est fait pour être compris, surtout pas divulgués. Le mystère, c'est Dieu. Il se révèle. Dernière question, Serge. Un avis du Comité consultatif national d'éthique doit être rendu dans les prochains jours sur une possible évolution du droit français. Qu'en attendez-vous, Serge ? Bien, j'espère. Je n'ai pas beaucoup d'illusions, mais l'espérance fait partie de la foi. J'espère que ces personnes vont ouvrir les yeux. J'espère qu'ils vont cesser de regarder les êtres humains comme des individus qui font partie d'une société au même titre que les matériaux font partie d'un édifice, ce qui est la terminologie maçonnique habituelle. Les êtres humains ne sont pas des choses interchangeables. Nous avons tous nos personnalités, nous avons été créés uniques, et j'aimerais bien que ce comité prenne conscience que l'avis qui sera rendu sera important pour chaque personne. Je rappelle le titre de votre livre, « Fin de vie, les manœuvres de la franc-maçonnerie pour le droit à mourir ». Merci beaucoup, Serge Abad-Gaillardi. Merci à vous, Armel. Bonjour. Alors la mort de Chantal Sébir a relancé en France le débat sur l'euthanasie et la fin de vie. Mais avant de voir à très long terme comment va évoluer ce débat, peut-être pouvons-nous faire le point sur la sémantique. On a parlé de mort assistée, on a parlé de suicide assisté, on a parlé d'euthanasie, de fin de vie. À quoi correspondent chacune de ces expressions ? Je crois qu'il est très important de distinguer deux catégories de concepts. Naturellement, tout le monde peut dessiner que les mots veulent dire ce que chacun veut dire. Mais il y a deux concepts très différents. Le premier qu'on peut nommer euthanasie, qui consiste à nommer la décision prise par un État ou un pouvoir totalitaire, ou un pouvoir démocratique, on y reviendra plus tard, de mettre fin à la vie des gens, par le désir, la volonté d'une autorité indépendamment de la volonté de celui qui est concerné. Et puis la mort assistée, qui consiste au contraire à ce que quelqu'un puisse décider de se suicider avec l'aide
d'un environnement médical qui l'aide à franchir ce pas. Ce sont deux domaines complètement différents qui, d'une certaine façon, pourront se rejoindre et dans lesquels la frontière est très floue. Mais c'est bien de deux choses différentes dont il faut parler. Mais alors, qui sont les personnes qu'un État peut décider de supprimer, entre guillemets? Eh bien, on a vu avec l'État nazi, avec ce jeu de mots terrible sur euthanasie et État nazi, que l'État nazi avait décidé de faire disparaître non seulement les juifs, non seulement les tziganes, mais aussi les infirmes, les gens ayant des problèmes mentaux, les gens ayant des problèmes de santé particuliers. Et on peut imaginer qu'une société, en poussant jusqu'au bout le cauchemar, décide que ceux qui sont trop coûteux pour la société, parce que l'espérance de vie va beaucoup augmenter, parce qu'on va vivre beaucoup plus vieux, parce qu'à bout de certain temps, on peut se demander s'il faut ou non continuer soit à faire de l'acharnement thérapeutique, soit même à dépenser de l'argent. C'est-à-dire qu'on revaloriserait l'importance de la fin de la vie. De toute façon, la fin de la vie, c'est le cœur de la vie. Tout le monde a un projet de vie et d'une certaine façon, tout le monde a un projet de mort, plus ou moins explicite. Projet de vie, c'est le projet de réussir sa vie. Projet de mort, c'est qu'implicitement, chacun se dit ou se demande ou n'ose pas se demander comment vais-je mourir. Donc chacun se pose la question de savoir comment il pourrait le mieux mourir, puisque nous allons tous mourir. Alors, dans le contexte de l'euthanasie, c'est la société qui décide qu'à un certain moment, on n'a plus besoin de vous et on vous débranche. Et ceci sera certainement une tendance très lourde des sociétés quand les dépenses, qui souhaiteront limiter les dépenses de santé. Et c'est certainement quelque chose contre lequel il faudra s'insurger tout au long du XXIe siècle. Et ça sera des questions très lourdes. Par exemple, est-ce que quelqu'un qui a un diagnostic d'incurabilité devra être abandonné? Sachant que le diagnostic d'incurabilité est souvent trompeur. Le médecin, heureusement, se trompe, ou des nouveaux médicaments apparaissent, ou les gens réagissent autrement à ce qu'on croyait à la médecine existante. Donc, cette question se posera parce que les dépenses de santé vont monter, vont représenter 20 ou 25% de la richesse de chaque nation. Pour ma part, je considère que ce sont des dépenses majeures positives et qu'il n'y a aucune raison de limiter leur croissance. Mais il y aura des gens qui diront, qui le disent déjà, il y a déjà dans des hôpitaux une façon de réduire, dans certains pays, implicitement, secrètement, confidentiellement, on coupe, on arrête. Alors, sous le contexte de l'acharnement médical. Sous le prétexte de ne pas avoir d'acharnement médical, en fait, on fait des économies. Maintenant, il y aura certainement un débat dans beaucoup de nations pour savoir s'il faut l'officialiser. Je pense que ce débat va véritablement faire la frontière entre la dignité humaine et la dictature marchande, au nom de l'argent. Ça sera la grande question. Et je crois que c'est très important de considérer que si quelqu'un n'est pas en situation de décider, alors c'est de l'euthanasie et ça doit être fondamentalement combattu par toutes les civilisations démocratiques. Merci Jacques Attali, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation d'avenir. Il est évident que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, toutes les loges maçonniques du Grand Orient de France, mais aussi de toutes les autres obédiences, vont être mises à contribution pour essayer de conditionner l'opinion publique à accepter cela. Parce que qui dit telle implication des loges maçonniques, dit non seulement investissement des politiciens francs-maçons, mais bien sûr grande opération médiatique avec tout ce que la franc-maçonnerie compte d'agents dans les grands médias, télévision, radio, journaux, magazines. Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ne sommes-nous pas dans une manipulation des catholiques intégristes? Alors, Damien Leguet. Non, il y a deux choses que je me suis permis de souligner dans mon article du Figaro. C'est première chose. Après, ce qui a été dit juste avant, c'est-à-dire la conviction personnelle des uns des autres regarde les uns les autres. Voilà. Donc c'est pas la question. L'autre question est de dire est-ce qu'effectivement il est normal ou est-ce qu'il est dans le droit des autorités catholiques de rappeler, et je dis oui,
que la vie est digne d'être vécue, que la dignité est non négociable, qu'il n'y a pas de culture du déchet. Oui. Après, est-ce qu'on descend encore d'un degré en disant il faut soutenir Vincent Lambert et il faut le soutenir mordicus pour maintenir la vie? Parce que le Vatican aujourd'hui réclame des solutions efficaces pour protéger sa vie. Si vous voulez, le problème, c'est qu'est-ce qu'on remet en question derrière? Est-ce qu'on remet en question l'expression de la liberté? Est-ce qu'on remet en question la possibilité de l'arrêt des traitements? Est-ce qu'on remet en question la personne de confiance? Est-ce qu'on remet en question la question de l'acharnement thérapeutique et le fait d'interrompre? Est-ce qu'on remet en question tout ça? Si on remet en question tout ça, eh ben, c'est plus possible. C'est plus possible d'une façon ou d'une autre de trouver cet équilibre entre les avancées de la science et le respect de la liberté et le fait de trouver une dignité humaine. Vous voulez dire un mot, Isabelle de Golemin? Non, mais je suis complètement d'accord. En fait, il y a les principes, et puis ensuite, je pense que l'Église, elle n'a pas à se mettre au chevet de chaque malade. C'est vraiment à la famille, aux médecins. Mais la famille le fait, c'est le sens de cette question. On va pas se cacher derrière le petit doigt. Pourquoi nous pose cette question-là ce soir? Parce que cette famille-là, ce sont pas juste des catholiques pratiquants, c'est une famille qui a des convictions religieuses très particulières. C'est ça, ils sont très proches de la fraternité Saint-Pédis, donc ils sont dans ce qu'on appelle les catholiques intégristes. Et puis ils ont des soutiens. C'est pas grave de le préciser. Mais je pense que moi là où je comprends bien l'Église catholique, c'est de dire attention quand on voit ce qui se passe en Belgique, en Suisse. Ok, il faut faire attention. Après, elle n'a pas à aller aussi loin. Ce que je me permettais juste de rappeler dans cet article-là, très vite, c'est que on voit bien que les avocats des parents Lambert veulent détricoter la loi Leonetti. Alors, est-ce que l'Église catholique, avec ses autorités, s'associe à ce détricotage de la loi? Est-ce qu'elle s'associe au fait de traiter de nazis des médecins? Pourquoi, Christophe Barbier, cette affaire-là est si singulière et nous touche tous et relance le débat même politique en plein milieu de la campagne des européennes? Parce que je pense qu'on a quelques éléments fondateurs des grands faits divers de ce pays qui touchent chacun des Français au cœur. Chacun peut se dire ce qu'il ferait dans ce cas-là s'il était à la place de la mère, du père, de l'épouse, des parents. Il y a cette tragédie familiale qui déchire cette famille, beaucoup d'émotions, derrière l'émotion de la passion, parfois de l'idéologie, et puis il y a un mystère médical. Pour un Français profane en médecine, on ne sait pas si cet individu est encore dans une forme de semi-conscience, d'inconscience. On ne sait pas si, quand il réagit, il sourit, il pleure, il y a quelque chose de réel, une vraie vie derrière ses attitudes, ou quelque chose de plus organique, mécanique. Qu'est-ce que la vie? Quand est-ce qu'on cesse d'être vivant? Ce cas médical est quand même très particulier. Et puis, ça n'arrive pas n'importe quand. Ça arrive après une autre affaire qui a été l'affaire de Vincent Humbert et de sa mère. Donc la réflexion de chacun sur dois-je mettre fin à la vie de quelqu'un que j'aime et dont je considère que l'existence est une suite de souffrances. Et puis ça arrive en plein débat législatif, politique, sur les lois dites Leonetti-Claes, mais il y a toute une série de lois dont certains considèrent qu'elles ne vont pas assez loin. L'Association pour le droit à mourir dans la dignité, avec des cas très publics, comme certains acteurs, certaines personnalités, la maman de Lionel Jospin, il y a quelques années, eh bien, ce débat a gonflé au cœur de nos sociétés. Donc on a une interrogation législative, on a une passion publique autour de ce cas, et puis on a une incertitude médicale. Quand est-ce qu'on est vivant, quand est-ce qu'on ne l'est plus? L'affaire Lambert est devenue une affaire politique. Les partis en campagne, ça n'aura échappé à personne pour les européennes, n'ont pas manqué de réagir à ce dossier qui interpelle chaque Français. Réponse d'Emmanuel Macron quelques heures plus tard. Sollicité par les parents de Vincent Lambert pour trancher sur le cas de leur fils, le président exprime son sentiment personnel dans une lettre publiée sur Facebook. Comme homme, comme tous les Français, je me suis interrogé pour moi, pour mes proches. Aujourd'hui, comme président de la République, il ne m'appartient pas de suspendre une décision qui relève de l'appréciation de ces médecins et qui est en conformité avec nos lois. Un président impuissant face au débat sur la fin de vie. Rien de nouveau en politique, car le sujet pose des questions éthiques complexes, presque tabous. En 2002, la France est plongée dans l'affaire Vincent Humbert, ce jeune homme de 19 ans victime d'un accident de la route. Devenu muet et presque aveugle, il écrit une lettre à Jacques Chirac pour l'aider à mourir. Le chef de l'État lui répond personnellement. Et je ne peux vous apporter ce que vous attendez. Finalement, c'est la mère de Vincent Humbert qui aide son fils à mourir. Accusée d'empoisonnement, elle bénéficie d'un non-lieu. Une histoire qui suscite tant d'émotions en France qu'elle débouche sur la loi Leonetti en 2005. Le texte
permet aux médecins, en accord avec le patient ou ses proches, d'arrêter un traitement médical lourd s'il s'avère inutile. Une loi complétée en 2016 avec l'instauration d'un droit à la sédation profonde et continue. Mais à l'époque, cette nouvelle disposition ne fait pas l'unanimité à l'Assemblée nationale. À droite, certains dénoncent une euthanasie qui ne dit pas son nom, comme ce député Les Républicains, qui plaide toujours pour un meilleur accompagnement des patients en fin de vie. La sédation qui jusqu'à présent était quelque chose de réversible devient maintenant une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc on voit bien qu'il y a l'intention d'aller jusqu'à la mort. L'autre réponse, c'est les soins palliatifs et même la culture palliative. C'est-à-dire qu'on rentre dans une société où le soulagement de la douleur soit pris en compte dès le départ, que ce ne soit pas simplement les soins palliatifs au fond du couloir dans l'hôpital où on va finir ses jours. C'est que cette notion, elle soit bien intégrée dans tous les services. Pour l'association au droit à mourir dans la dignité, la loi ne va pas assez loin et ne règle pas les situations douloureuses connues par les familles. Selon elle, ce sujet de société dépasse aujourd'hui le cadre parlementaire. Si nous n'avions pas de loi qui intervienne rapidement, il y a peut-être, lors de ce grand débat, une annonce qui a été faite par Emmanuel Macron, qui était un nouveau référendum d'initiative partagée, avec plus de signatures de parlementaires, 1 million de signatures de Français. Je pense qu'on ne devrait pas hésiter à aller au contact de ces Français-là, si la loi n'était pas changée, pour dire maintenant, allons jusqu'au référendum, pour donner la parole aux Français, qu'ils puissent s'exprimer. Selon un sondage IFOP publié en 2018, 89% des Français se déclarent en faveur de la légalisation du suicide assisté en cas de volonté clairement exprimée par le patient. Christophe Barbier, on retrouve du clivage sur cette question-là, Oui, du clivage politique. On retrouve du clivage qui contraste avec l'unanimité du vote de la première loi Leonetti en 2005. Ça fait longtemps que cette affaire nous poursuit. Il y avait une tentative de loi à l'initiative du sénateur Caillavet en 78 qui avait échoué, qui n'avait pas été votée. La loi de 2005 donnait l'impression à travers son unanimité, d'avoir trouvé la bonne solution définitive. On s'est vite rendu compte, comme souvent d'ailleurs dans les cas de bioéthique, parce que la science fait des progrès, qu'il n'y avait pas de loi définitive. Donc en 2013, ça a été voté en 2016. On a remis sur l'établi cette loi Leonetti, qui est devenue la loi Leonetti-Alain Claes. Claes était un membre socialiste, pour affiner. Et on voit bien aujourd'hui, avec cette affaire Vincent Lambert, que cette bonne loi, elle est dans l'impasse. Elle est en échec. Si les francs-maçons parviennent aujourd'hui à faire passer leurs idées à travers les lois, c'est grâce à un homme clé. Henri Caillavet, 92 ans, ancien ministre, ancien sénateur radical de gauche, et membre éminent du Grand Orient de France. En 1948, Paul Ramadier, le président du Conseil, lui aussi franc-maçon, le convoque. Il me demande de faire en sorte que nous puissions regrouper l'ensemble des parlementaires francs-maçons. Je m'exécute, d'autant que je lui porte une grande estime, et le but que Paul Ramadier poursuit, et qui est le mien, c'est de rassembler l'ensemble des francs-maçons, quel que soit leur parti politique, et faire en sorte que les règles qui sont les nôtres puissent être restaurées, revalorisées et affirmées. Ce groupe de députés francs-maçons de toutes les couleurs politiques s'appelle une fraternelle. Elle regroupe plus de 100 députés et sénateurs. La fraternelle parlementaire est en quelque sorte le levier qui va permettre la discussion d'un certain nombre de lois. Ce soir-là, Henri Caillavet quitte Paris pour se rendre dans les Yvelines. Il est invité par une loge du Grand Orient de France. Nous sommes conviés avec lui à une tenue blanche ouverte, c'est-à-dire une réunion maçonnique à laquelle peuvent assister des profanes. Dans la salle, une centaine de participants, essentiellement francs-maçons. Henri Caillavet, qui a le plus haut grade dans la hiérarchie maçonnique, est reçu avec les honneurs. Il va tenir une conférence sur le thème « Un législateur franc-maçon dans le siècle ». Influence maçonnique à l'Assemblée nationale, mode d'emploi. Comment un texte élaboré par les loges peut déboucher, aboutir précisément à une loi. Alors le mécanisme est le suivant. Si on a la chance d'avoir un frère ou une sœur, ou à la Chambre, ou au Parlement européen,
et également au Sénat. Si on a la chance d'avoir un frère ou une sœur, il va donc rédiger le texte. Ce texte va en commission. La commission, à ce moment-là, désigne un rapporteur. Si on a la chance d'avoir un rapporteur franc-maçon, ça facilite les rapprochements et les rapports et la discussion. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le débat à l'intérieur de la commission. Et si à la majorité, le texte est pris en compte, il va venir à l'Assemblée générale. Il va donc être débattu face à la présidence. C'est au prix de ces efforts permanents qui sont quelquefois harassants que l'on parvient parfois à faire progresser la société. Chacun doit et a sa propre idée de sa dignité et de sa fin de vie. L'Association pour le droit à mourir dans la dignité défend cette cause depuis une trentaine d'années. Un autre intervenant majeur de ce débat, celui que l'on va régulièrement voir être présenté comme la référence, c'est une association, l'ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité. Alors je vais vous brosser l'historique de cette association parce que c'est l'élément vraiment le plus illustrateur de la collusion entre différents médias. L'ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité, voit le jour en 1980. Elle est membre de la Fédération mondiale des associations pro-euthanasie. On est bien dans cette démarche de nouveau mondialiste, vous voyez, comme toutes ces officines ont toujours vu leur plan dans le cadre d'organisations mondiales. Vous avez de la même façon pour les LGBT, vous avez les inter-LGBT au niveau international, la franc-maçonnerie est organisée au niveau international, vous avez des internationales de l'avortement, et bien vous avez aussi l'international de l'euthanasie. En 1980, donc, voit le jour l'ADMD. Elle bénéficie très rapidement d'une permanence à Paris où travaillent 6 salariés et 7 bénévoles, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent derrière pour permettre que tout ça fonctionne avec une vraie machine de guerre pour faire avancer les idées. Le premier animateur de cette association sera Henri Caillavet. Alors, pour les plus jeunes, ce nom ne dira rien, mais Henri Caillavet est un ancien parlementaire, il a été ministre, et Caillavet était bien sûr franc-maçon, fils de franc-maçon, père de franc-maçon. Il était une figure influente du Grand Orient, il s'enorgueillissait d'avoir été de tous les combats, promotion de l'homosexualité, de l'avortement, de l'euthanasie, réforme du divorce. Dans toutes ces lois, eh bien, on retrouve le nom d'Henri Caillavet. Dans un entretien avec les médias, il avait déclaré « Aujourd'hui, les frères parlementaires, donc les maçons, députés et sénateurs, obéissent en premier lieu à leur parti. Moi, j'étais un maçon au Parlement. » Voilà. C'était ça, il l'a avoué, il l'a déclaré, c'était sa fierté. Il était l'homme des loges maçonniques à l'Assemblée nationale pour faire avancer le plan maçonnique au Parlement. Et en tant que ministre, qui plus est, pendant tout un temps. En novembre 2000, Henri Caillavet, donc je vous rappelle, premier animateur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, a plaidé, écoutez bien, pour que les enfants nés handicapés et qui auraient pu faire l'objet d'un avortement aient le droit d'agir en justice contre leurs parents. L'idée que les enfants se retournent contre leurs parents parce que leurs parents ne les ont pas avortés alors qu'ils sont porteurs d'un handicap. Ça, c'est la conception de la famille, de la dignité, de l'éthique voulue par l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et là, je pense que cette loi a montré qu'elle devait aboutir à quelque chose de supplémentaire, et notamment, on le voit avec l'opinion des Français. Peut-être faut-il arriver au moment où un citoyen français de 18 ans, quand il est majeur, qu'il n'est plus à la charge de ses parents, est dans l'obligation de donner des directives anticipées.
que ferez-vous de moi si je suis dans le cas de Vincent Lambert, si mes conditions de vie sont l'inconscience, l'obligation d'être assisté par une machine, que ferez-vous de moi? Alors à 18 ans, c'est pas évident de répondre à cette question. Alors peut-être qu'à 18 ans, on peut soit y répondre, soit déléguer à une personne responsable le soin, le cas échéant, de prendre cette décision. Puis quand on grandit, quand on avance dans la vie, on récupère cette décision, qui est en fait une décision pré-testamentaire, si j'ose dire. Si les Français n'étaient pas éduqués dans le refus de la mort, mais dans l'éventualité de cet entre-deux, ce n'est plus vraiment une vie, c'est pas la mort, peut-être qu'on ferait un grand par la médecine, pas, ce que vous nous disiez tout à l'heure. Voilà, on ferait un grand pas peut-être démocratique et on éviterait Je des cas précise terribles. que 13% seulement des Français ont rédigé leurs directives et que Agnès Buzyn aujourd'hui appelle justement les Français à rédiger leur souhait de fin de vie pour éviter ce genre de situation. On a eu le même problème tabou avec les greffes. Est-ce que je donnerais mes organes? Non, je veux pas en entendre parler. Et la loi a décidé que si on ne disait rien, c'est qu'on était consentant. Alors est-ce qu'il faut aller pour la fin de vie si on ne fait pas de directive anticipée? C'est qu'on veut que les médecins arrêtent quand il y a obstination déraisonnable. Mais où est le déraisonnable? Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette version estivale du magazine de la santé. Et on commence tout de suite avec le journal. C'est certainement l'épilogue d'une longue bataille judiciaire sur fond de conflit familial. Hier a été engagé l'arrêt des soins prodigués à Vincent Lambert. Ça fait suite à une décision de la Cour de cassation et juridiquement, il n'y a pas de recours possible. Alors en quoi consiste cet arrêt des soins ? Comment ça se passe concrètement ? Les explications de Géraldine Zamanski, Adeline Rénal et Hervé Droguet. La loi Claes-Leonetti de 2016 a défini les conditions dans lesquelles les équipes soignantes peuvent accompagner une personne en fin de vie et prendre des décisions adaptées à chaque situation. Quand on fait un arrêt de traitement dûment justifié, étudié, préparé, avec une décision prise en équipe, donc ce qu'on appelle la procédure collégiale, il n'est pas question d'abandonner le patient. On continue toujours les soins, on continue toujours ce qui est utile pour son confort, notamment les antidouleurs, notamment les médicaments contre l'anxiété s'il y en a, etc. Donc c'est vraiment important de se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'abandonner le malade, mais de l'accompagner dans cette fin de vie compliquée. Après l'interruption de l'alimentation et de l'hydratation, les soins poursuivis comprennent par exemple la toilette et des massages quotidiens, avec en parallèle la mise en place d'une sédation. Pour avoir un confort de la fin de vie quand on n'est pas nourri et pas hydraté, il faut bien entendu être sédaté pour permettre aux patients une fin de vie très calme. Ça, c'est vraiment l'esprit de la loi. Lorsqu'on estime que ces soins sont disproportionnés, déraisonnables, ou que c'est purement un matière artificielle, alors on peut faire dormir le patient pour qu'il s'éteigne tranquillement. C'est alors toute l'expertise des équipes de soins palliatifs qui est mise en œuvre pour entourer pleinement le patient jusqu'à ses dernières heures. Je suis le docteur Xavier Ducrot, je suis professeur de neurologie de l'Université de Lorraine et ça fait plus de 30 ans que j'exerce la neurologie et que dans le cadre de cet exercice, j'ai rencontré de nombreux patients cérébro-lésés, dont des patients en état chronique de conscience altérée comme les Vincent Lambert. Alors, je suis conseil médical des parents et de deux des frères et sœurs de Vincent Lambert et pour exercer cette mission, je me suis entouré de l'avis de confrères spécialisés vraiment dans la prise en charge au quotidien de ces personnes. Et fort de leur avis et d'avoir moi-même pu voir Vincent Lambert, je voudrais dire trois choses. Son état, on le sait, il est en état de conscience minimale ou état post-relationnel, il n'est pas dans le coma, il n'est pas en fin de vie, il n'est pas branché à des machines, seule sa nutrition est artificielle. Et encore, nous savons depuis 2015 qu'il est en partie capable de se nourrir par la bouche, il l'a montré, nous avons des vidéos qui l'ont montré et qui ont été vues par ces médecins spécialistes et qui tous à l'unanimité disent de Vincent qu'il n'est pas en état végétatif, il est en état post-relationnel et capable d'une nutrition et que cela implique qu'il y ait une rééducation qui soit faite pour lui. Or, il est enfermé depuis 5 ans, que la procédure juridique a commencé, dans une espèce de filet de projet de mort qui s'est rétréci autour de lui, qui a rétréci son espace de vie.
Le deuxième point concerne sa volonté. Sa volonté, il n'a rien écrit de façon explicite. En revanche, s'il y a une certitude, c'est qu'aujourd'hui, il est vivant et bien vivant. Ce qui fait que un état stable, de handicap sévère, c'est vrai, mais pas de menace immédiate sur sa vie. Deuxièmement, une volonté qui n'est pas claire, sinon qui nous montre qu'il vit et que donc il veut vivre. Par conséquent, les conditions d'une obstination déraisonnable, thérapeutique déraisonnable, ne sont absolument pas réunies. Le troisième point, c'est, je dirais en conclusion, si on admettait que la conclusion de mettre fin à la vie de Vincent, alors je pense que ce serait un signal extrêmement grave. D'abord parce que cela entraînerait la mort qui n'est pas survenue naturellement chez Vincent depuis 5 ans. Deuxièmement, un message très dramatique vis-à-vis des personnes qui aujourd'hui sont dans le même état que lui. Vis-à-vis des équipes qui aujourd'hui s'en occupent ou des proches qui s'en occupent à domicile. Ce serait également un signal extrêmement inquiétant vis-à-vis des personnes porteuses de handicap, plus ou moins sévères. Et ce serait enfin pour la communauté médicale un signal dramatique, je pense en particulier à mes confrères qui s'occupent de soins palliatifs, où on observerait une bascule, un renversement complet de la logique qui est toujours ordonnée au primat de la vie et non pas de la mort. Mais n'entendez-vous pas beaucoup de gens, Serge Abad-Gallardo, qui disent aujourd'hui, qui s'expriment dans les médias en disant, et qui ne portent évidemment pas forcément les idées qui sont les vôtres, la souffrance n'est pas tolérable, il faut mettre un terme à cette souffrance-là. Alors, c'est un argument qui a été utilisé pour l'avortement. Encore une fois, je ne relie pas, à titre personnel, l'avortement et l'euthanasie. C'est un grand maître, le grand maître actuel d'ailleurs du Grand Orient, qui l'a fait. Je le démontre dans le livre, je le cite. On peut prendre d'ailleurs un certain nombre d'écrits maçonniques où on voit bien que les dignitaires de la franc-maçonnerie œuvrent pour l'euthanasie comme ils ont œuvré pour l'avortement. C'est-à-dire qu'on prend des cas extrêmement limites où certes il y a une douleur, où certes il y a une souffrance, et ensuite on en fait une norme. Voilà, on essaie d'en faire une norme applicable à chacun. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la loi Leonetti, même dans sa version de 2005, la souffrance et la douleur n'existent plus. Je peux en témoigner en tant que membre bénévole d'une aumônerie catholique. Je suis affecté aux soins palliatifs et aux fins de vie depuis 6 ans. Je n'ai pas vu une personne mourir dans la souffrance ou dans la douleur. Les médications qui sont administrées sont largement suffisantes. Les personnes sont conscientes, bien entendu sous l'effet d'une médication, et ils ne souffrent pas. Donc aujourd'hui, l'argument, et on le voit bien dans le discours de la franc-maçonnerie, l'argument qui est utilisé par les dignitaires et les partisans de l'euthanasie, évidemment c'est reporté sur la population qui entend ce discours sans discerner exactement ce qui se cache derrière. Eh bien, le discours de la franc-maçonnerie aujourd'hui tient de moins en moins compte de la souffrance, de la détresse, mais se focalise beaucoup plus sur la liberté de choix. Vous savez, les gens, en tout cas, autant que je puisse en juger par mon expérience personnelle, lorsqu'ils parlent d'euthanasie, ils vous disent « j'ai besoin de votre amour ». J'en suis intimement convaincu par expérience. Vous sous-entendez que les gens qui veulent passer à l'acte, c'est en raison d'une absence d'amour, d'un manque d'amour. Mais notre monde manque d'amour. Il faut redonner du sens au mot. Qu'est-ce que les partisans de l'euthanasie mettent derrière cette belle expression ? En fait, ils veulent choisir l'heure de leur mort. Ils veulent pouvoir décider quand est-ce que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Nous pensons que c'est dangereux. C'est dangereux de décider de mettre des seuils à la dignité, de décider quand est-ce qu'une vie est digne ou n'est plus digne. Nous pensons au contraire que la vie, elle est toujours digne. La vie même abîmée, même diminuée, la vie même immobile ou inconsciente, la vie qui ne tient plus qu'à un fil, elle reste digne. Parce que l'être humain, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, il peut être aimé, il peut aimer, et donc sa vie garde une dignité qu'il faut reconnaître et qu'il faut servir. Les soignants nous le disent, derrière ces appels de détresse que sont les demandes d'euthanasie, il y a en fait un appel à être accompagné, à être aimé. L'urgence pour nos politiques, c'est pas d'ouvrir la porte à de nouvelles dérives. L'urgence, c'est pour eux au contraire de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à cette saturation d'émotions, par rapport aussi à la pression violente de certains lobbies. Je lisais dernièrement le témoignage d'un infirmier qui disait « Ne faites pas de nous des bourreaux ». Et je le comprends parce que les soignants n'ont pas choisi ce métier
pour donner la mort, mais bien plus pour servir la vie jusqu'au bout. Depuis plus de 10 ans, vous savez que la famille de Vincent Lambert se déchire sur le sort de cet homme ancien infirmier dans un état végétatif depuis un accident de la route en 2008. C'est la première fois que Marie Lambert, la sœur cadette de Vincent, accepte de témoigner face à une caméra pour dire ce qu'elle a sur le cœur. Elle prend aujourd'hui la parole pour défendre la volonté de son grand frère. C'est un témoignage RMC recueilli par Marion Dubreuil. J'ai encore beaucoup de mal à y croire. Il y a une forme de déni qui s'installe à force de tous ces rebondissements. Mais oui, j'espère que la fois où on ira, ce sera la dernière. Et qu'on respectera enfin son droit. On parle des droits de l'homme, mais il faut essayer de respecter le droit de cet homme-là, avec ses idées à lui. Et respecter aussi tous ses proches qui vivent une projection dans un deuil puis qui en sont privés, cela de façon répétée. On peut aussi parler des droits des hommes et des femmes qui entourent Vincent, de ses plus proches, de sa femme, de sa fille, qui ont droit à aussi faire un deuil que Vincent aurait souhaité. Oui, j'espère que ce sera la dernière. On attend et on verra si enfin la libération pourra être possible pour lui. Et ce que prônent mes parents et leurs proches, c'est leur point de vue, c'est leurs idées, c'est leurs convictions, mais ça ne concernait pas du tout celle de mon frère. Oui, je leur en veux en effet de pas être à l'écoute de leur propre fils, ni de l'ensemble de sa fratrie, ni de sa femme. Sa situation, elle est intolérable, enfin, elle est complètement inhumaine. Quand bien même ça serait un handicapé, enfin, il n'aurait jamais voulu vivre ça, et c'est complètement atroce de supporter de le voir dans cet état-là, quoi. Il ne supportait pas, il exécrait ce milieu traditionnaliste intégriste auquel appartiennent mes parents. Et de se voir aujourd'hui pris en otage par ces gens, par ce milieu, le rendrait hors de lui. Voilà, de voir des gens qui s'emparent de son image, s'emparent de sa vie et de son départ possible, de sa mort, ça serait quelque chose pour lui de complètement insupportable. Voilà, Marie Lambert. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. D'abord 2 questions au docteur Leonetti, s'il vous plaît. Vincent Lambert vit ses dernières heures, ces derniers jours. Il aura fallu 6 ans pour que soit mise en œuvre concernant ce patient la loi Leonetti-Claes, cette loi sur la sédation profonde que vous avez co-rédigée. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pendant ces 6 ans, Jean Leonetti ? D'abord, évidemment, c'est un drame absolu. C'est un homme qui va mourir. Et donc, la première des choses qui vient à l'esprit, c'est le respect pour lui, le respect pour sa famille et pour le deuil. Est-ce qu'il faudrait rendre obligatoire le processus des directives anticipées ? Et puis, est-ce qu'il faudrait décider, pour un majeur, qui doit décider ? Le parent ou le conjoint, la conjointe ? Je crois que on rentre dans une situation très particulière où la médecine peut maintenir en vie de manière extrêmement prolongée des vies purement biologiques, végétatives. Mécaniques ? Oui, purement végétative, avec des moyens, soit parce qu'on met des sondes, soit parce qu'on met des tubes. Et la vraie question qui reste, c'est de dire, il peut plus s'exprimer. Comment je dialogue avec cette personne ? Alors je me tourne vers les proches et je dis, à votre avis, qu'est-ce qu'il aurait voulu ? Et si on a écrit un document ou si on a désigné une personne de confiance, eh bien à ce moment-là, on soulage ses proches parce qu'on les déculpabilise d'un poids énorme de dire oui ou non, on arrête ou on n'arrête pas la machine. Le 6-9 de l'été. Et l'invité du week-end, c'est Jean-François Delfraissy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Comité consultatif national d'éthique. Avec vous, on va tenter de comprendre le dernier rebondissement, si on peut dire, dans ce feuilleton Vincent Lambert. Cet homme de 42 ans, plongé dans un état végétatif depuis 11 ans, depuis un accident de la route. Hier, la Cour de cassation a autorisé l'arrêt des soins, de nouveau, comme le veut l'épouse de Vincent Lambert. Mais ses parents, eux, ont annoncé dans la foulée qu'ils porteraient plainte pour meurtre contre le médecin qui ordonnerait l'arrêt des traitements. Alors que dit le comité d'éthique ce matin ? Que dit son président, Jean-François Delfraissy ? Tout d'abord qu'il s'agit d'une affaire singulière, triste pour nous tous. C'est
pour les familles, pour les soignants, très médiatisé, surmédiatisé. Bon. C'est le problème de cette affaire. Je participe à cette surmédiatisation en venant ce matin. Vincent Lambert, est-ce qu'il faut le laisser partir? Est-ce que la justice a eu raison de dire ce qu'elle a dit hier? C'est des procédures, et je comprends que nos concitoyens ne comprennent plus. Hein. On est à je ne sais plus combien de décisions de justice. On a pu même parler à un moment donné d'une obstination déraisonnable judiciaire, par certains côtés. Hein, on dit alors là, on est passé devant toutes les juridictions possibles, hein, tribunal administratif, cour d'appel, conseil d'État... Sauf que là, nous sommes avec la plus haute juridiction judiciaire française, qui a pris position sur... pas tout à fait ce que vous avez dit, mais sur le fait que la Cour d'appel... Ça a cassé la Cour d'appel du 20 mai, effectivement, qui autorisait la reprise des traitements. Donc là, on dit, on ne reprend pas les la traitements. La réponse est non, entre guillemets. La Cour d'appel n'avait pas à prendre ce type de position. Bon. Pour qu'on comprenne bien, le CHU de Reims... Il faut bien voir qu'il y a eu une série de décisions de justice, parce que Vincent Lambert est hospitalisé dans un hôpital, que ceci relève d'une justice administrative, hein, puisque c'est un hôpital, et que les parents de Vincent Lambert, les avocats, avaient voulu faire appel à une justice, au juge judiciaire, c'est-à-dire pas la justice administrative, mais avec la Cour d'appel, qui avait considéré qu'elle pouvait prendre une position sur ce sujet, pas sur le fond, mais sur ce sujet. Et la Cour de cassation hier, en séance plénière, c'est-à-dire c'est au plus haut niveau, a dit non, la Cour d'appel n'avait pas à prendre ce type de position, et donc on revient à la case départ. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir là? Les donc ça médecins veut dire vont que pouvoir l'équipe arrêter médicale et les traitements? l'équipe du CHU de Reims peut de nouveau prendre une décision d'interruption, ou en tout cas d'allègement des traitements. Ça veut dire qu'on arrête de l'alimenter, de l'hydrater? Ensuite, on dira ce que ça veut dire. Et puis après, moi je pense qu'il faut surtout qu'on retrouve un peu beaucoup même, de sérénité et d'humanité. Car c'est fondamentalement autour de la fin de vie ce qui est en train de nous manquer en France. Ce n'est ni la justice, ni les actes médicaux, c'est l'humanité qui doit primer. Hein, et on doit revenir à une vision très humaine de situations extrêmement complexes. Est-ce qu'on doit réécrire une nouvelle fois la loi Claes-Leonetti sur la fin de vie aujourd'hui? Alors, pour vous répondre très, très brutalement, très cash comme ça, moi, à titre personnel, et au nom du Comité national d'éthique, puisque nous l'avons dit dans notre avis 129, qui est une opinion pour les décideurs politiques avant la loi de bioéthique, la réponse est non. On ne réécrit pas Nous cette sommes fois. à plusieurs déjà lois sur la fin de vie qui existent et qui ont déjà été réalisées en France. La loi Claes-Leonetti est une loi solide. Elle a été construite dans un certain consensus politique, donc citoyen. Mais il y a un gros problème. C'est une loi qui date de 2016. Elle n'est ni connue, ni appliquée, ni totalement gérée, y compris par certaines équipes médicales. Thank you, and I now give the floor to the European Centre for Law and Justice. The floor is yours. Merci Madame la Vice-Présidente. Je vous adresse aujourd'hui un appel au secours. Sans votre intervention, mon fils, Vincent Lambert, sera euthanasié par un médecin en raison de son handicap cérébral. Il est en état de conscience minimale, mais il n'est pas un légume. Il dort la nuit, se réveille le jour, me regarde quand je lui parle. Il a seulement besoin de recevoir sa nourriture par une sonde. Et c'est d'elle que son médecin veut le priver pour le faire mourir, alors que les experts judiciaires ont affirmé qu'il ne subit pas d'acharnement thérapeutique. Le 19 mai dernier, veille de sa mort programmée, il a pleuré en nous voyant. Nous en sommes encore bouleversés. C'est pourquoi nous avons saisi le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU, car la Convention des droits des personnes handicapées interdit de priver une personne de nourriture et de boissons en raison de son handicap. Sinon, ce serait une discrimination. À 2 reprises, ce comité a demandé à la France de ne pas faire mourir Vincent, mais le gouvernement français refuse. Il viole de façon éhontée ses obligations internationales. Je vous supplie d'intervenir auprès de la France pour lui rappeler son obligation de respecter les mesures conservatoires prescrites par le comité et de ne pas faire mourir mon fils.
Au-delà de mon fils, c'est la vie des 1700 autres personnes qui partagent son état qui est menacé. Je vous en prie, aidez-nous. Je vous remercie. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Vers un épilogue de l'affaire Vincent Lambert, cette réaction inattendue ce matin des parents. Ils ont précisé dans une lettre ouverte que sa mort était inéluctable et qu'ils étaient résignés. Autrement dit, ils cesseront les recours. Cette affaire, je vous le rappelle, dure depuis 10 ans, ponctuée de décisions de justice successives. Noémie Lambert. Ils se sont finalement résignés. Les parents de Vincent Lambert ont décidé aujourd'hui d'arrêter les recours juridiques pour le maintien en vie de leur fils. La mort de Vincent est désormais inéluctable. Cette fois, c'est terminé. Nos avocats ont multiplié ces derniers jours encore les recours et mené d'ultimes actions en vain. Tétraplégique suite à un accident de voiture en 2008, Vincent Lambert est depuis lors en état végétatif, selon les experts. Depuis 11 ans, sa famille se déchire sur son sort. Sa femme Rachel est favorable à l'arrêt de ce qu'elle considère comme de l'acharnement thérapeutique. Ses parents, eux, estiment que Vincent est lourdement handicapé et multiplient les démarches pour maintenir les soins. Mais depuis le 2 juillet, le CHU de Reims a entamé le protocole de fin de vie après la décision de la Cour de cassation. Il n'est désormais plus hydraté ni alimenté par les sondes. Les parents de Vincent Lambert ont déposé vendredi dernier une plainte pour tentative de meurtre contre le CHU et le médecin ayant procédé à l'arrêt des soins. Je vous l'annonçais il y a quelques minutes, Vincent Lambert est décédé jeudi matin. C'est ce que sa famille a déclaré à l'agence France Presse. On rejoint tout de suite Morad Jabari qui est près du CHU de Reims. Morad, on vous écoute. Oui, effectivement, l'attente insoutenable pour les familles est désormais terminée. Vincent Lambert s'est éteint dans sa chambre au 4e étage du CHU de Reims. Après 7 jours d'arrêt des soins, il n'était plus hydraté, alimenté et parallèlement une sédation profonde lui été administré. Il a vécu ces dernières heures entouré de ses proches, de ses parents, sa femme. Pendant plus d'une semaine, cette famille déchirée a veillé en permanence Vincent Lambert sans jamais se croiser, se voir. Ils se sont relayés jour et nuit à son chevet et se sont recueillis dans des pièces voisines pour ne pas se rencontrer, se voir. Et désormais, c'est la fin pour Vincent Lambert et cette famille qui se déchirait depuis de nombreuses années. Merci Morad Jabari pour RTL. C'est d'abord l'histoire d'une déchirure qui dure depuis une dizaine d'années. Oui, absolument, avec sur fond de procédures interminables. 6 ans, pas moins de 30 juridictions saisies par les différentes parties. Il faut dire que jamais un dossier médical n'aura mobilisé de tels moyens jusqu'aux plus hautes instances judiciaires françaises et internationales, le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Défenseur des droits. C'est rarissime aussi, la Cour européenne des droits de l'homme, le Comité des personnes handicapées de l'ONU, des actions très coûteuses rendu possible pour les parents de Vincent Lambert grâce à une aide financière là aussi inédite, celle de la Fondation médicale Jérôme Lejeune, 200 000 € versés pour les frais de justice et d'avocat pour 2017 et 2018. Vous le voyez, c'est du jamais vu. Et malgré le décès du patient, eh bien cette guérilla judiciaire n'est pas tout à fait terminée puisque les avocats des parents ont déposé plainte contre le docteur Sanchez pour tentative de meurtre. Ça va continuer. Vincent est décédé à 8h24 ce matin au CHU de Reims. C'est ce que son neveu François a précisé il y a quelques minutes à l'agence France Presse. Vincent Lambert, vous le savez, ce patient tétraplégique était en état végétatif depuis presque 11 ans à la suite d'un grave accident de voiture et ses traitements avaient été interrompus la semaine dernière. Le médecin qui prenait en charge Vincent Lambert avait suivi en cela les différentes décisions judiciaires. Emmanuel Pierrat, bonsoir. Vous êtes écrivain, avocat. Vous publiez Les francs-maçons et le pouvoir aux éditions First Histoire. Cette idée qu'il y a un complot des francs-maçons qu'on juge apatrides, qui seraient contre la France, etc. On l'entend souvent, cette idée du complot maçonnique. Comment vous l'expliquez? Ce qui est certain, c'est que la République française, même aujourd'hui,
elle est constituée par des hommes et des femmes de pouvoir qui, pour une bonne partie, viennent de la franc-maçonnerie. Ils se réunissent, mieux encore, de façon secrète ou discrète, c'est-à-dire sans indiquer à quel endroit et en communiquant avec un langage codé et en s'appelant mon frère, ma sœur et en se tapotant dans les mains ou sur le corps par des petits signes discrets pour se reconnaître. Elle a sa part dans l'histoire de France, c'est une clé de lecture de l'histoire importante de notre pays. Les gens essaient de construire une nouvelle société avec des idées philosophiques, secrètes, discrètes, qui essaient de penser le monde différemment.